Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, Boris Théruel, sociologue, parle des politiques de la ville et de la jeunesse. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Du bon granulé et une généreuse couche de merdoise pour un yaourt au bon goût d'antan. La Litière nous invite à prendre le temps de déguster ces nouveaux yaourts merdoise intense. La Litière de Pisseley, c'est si bon de prendre le temps. Boris Théruel, vous êtes sociologue, conférencier, directeur général du groupe Céleste. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce groupe Céleste ? De quoi s'agit-il ? Alors le groupe Céleste, c'est une grosse association du Pays Basque de l'économie sociale et solidaire qui a travaillé historiquement dans la petite enfance et qui développe aujourd'hui différents dispositifs d'insertion sociale, un organisme de formation, des structures d'accueil du jeune enfant, et à l'intérieur de l'organisme de formation, il y a aussi un bureau d'études, mais qui est issu d'une structure associative, donc on est vraiment dans des démarches aussi de recherche-action. Voilà. Quel parcours et cursus avez-vous suivi ? Alors, j'ai fait des études de sociologie. Alors, des études longues, pas forcément liées à l'obtention des diplômes, mais aussi parce que j'ai fait beaucoup de césures. J'ai travaillé aussi pendant ces périodes-là. Je suis parti à l'étranger. Donc, j'ai eu une phase d'études assez longue qui s'est terminée vers 28 ans. Et ensuite, j'ai monté un bureau d'études d'évaluation des politiques publiques. Et j'ai exercé le métier de sociologue uniquement pendant une dizaine d'années, avant de retrouver le groupe Céleste et de mêler travail sociologique et direction associative, et d'intégrer aussi, puisque j'ai intégré l'École nationale d'architecture, où j'ai un demi-poste de maître de conférence associé aussi, donc j'équilibre entre de l'enseignement, de la sociologie et de la vie associative. Vous intervenez aujourd'hui à Saint-Médard-en-Val dans le cadre du projet municipal Quelle époque ? De quoi s'agit-il plus précisément ? Alors, Quelle époque, c'est d'abord un très beau projet puisque c'est la ville qui s'est mobilisée autour des questions de jeunesse en rassemblant tous les acteurs qui participent d'une politique jeunesse. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est pas juste une politique jeunesse portée par les animateurs d'un espace jeune, c'est vraiment toutes les personnes qui participent de la jeunesse, la culture, la santé, l'éducation nationale, le sport, la culture, les centres sociaux bien entendu. Et c'est vrai que cette équipe avait besoin d'objectiver un petit peu la réalité des jeunes à Saint-Médard. Et donc moi je suis intervenu, mais c'est vraiment eux qui travaillent beaucoup plus que moi pour les aider à construire un peu la méthodologie et notamment à faire passer un grand questionnaire à destination des jeunes où on a eu plus de 1500 retours, donc ça a été quand même une réussite. Donc j'ai été là pour présenter les résultats de ce questionnaire ce matin. Comme un médiateur ou plutôt organisateur ? Pas forcément médiateur, mais avoir un peu ce qu'on appelle une caution scientifique, c'est-à-dire on a toujours le sentiment qu'un questionnaire c'est facile à faire et que tout le monde peut en faire, et il y a quand même un certain nombre de pare-feux à avoir, de garanties un peu méthodologiques. Donc moi j'étais là pour les accompagner à bien construire le questionnaire et puis après à l'analyser et puis à faire les croisements statistiques, puisque effectivement c'est pas forcément simple de travailler statistiquement un questionnaire et puis après de l'interpréter par le prisme aussi des résultats sociologiques à l'échelle nationale, puisque ce qui se passe à Saint-Médard se passe aussi sur certains points partout en France avec toutes les générations de jeunes. Et comment vous avez diffusé ce questionnaire ? Avec grosse participation des établissements scolaires, de tous les lieux relais d'accueil du public. Et c'est un questionnaire qui a été diffusé par voie numérique, exclusivement, avec un lien. En fait, on a un lien aujourd'hui sur lequel on clique, on remplit le questionnaire, et donc tout le monde l'a rempli, mais pas que des jeunes. C'était sur la représentation des jeunes, mais il y a aussi des retraités qui ont rempli ce questionnaire. Des personnes de Saint-Médard exclusivement ? Oui, pas exclusivement, mais très majoritairement. Donc vous avez rendu les résultats aujourd'hui. Oui. C'est vous qui avez exploité toutes ces réponses ? Oui. J'ai fait le traitement statistique, alors pas tout seul, puisque je travaillais aussi avec une statisticienne qui est data analyst, qui est vraiment spécialisée, qui s'appelle Mona Jamal, qui a une hyper compétence statistique sur laquelle je m'appuie. Et puis après, effectivement, moi je travaille sur toute l'analyse des résultats et tous les croisements qu'on peut faire, puisqu'une fois qu'on a une grosse base de données statistiques,
On peut croiser sur un résultat pour savoir si ce sont plutôt des femmes qui sont concernées, si la variable âge joue ou pas, parce que parfois on interprète des choses en disant c'est parce qu'on est jeune qu'on a telle pratique, mais c'est pas du tout la variable âge qui compte, et c'est parfois une variable sociale ou autre. Et est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ces résultats ? Alors, on a tellement de résultats que ça va être difficile à synthétiser. D'abord, un résultat qui est assez fort, c'est le bon taux de repérage de l'existant à Saint-Médard par les jeunes. Donc les jeunes savent ce qui est à leur disposition. Exactement, savent ce qui existe, savent ce qui est à leur disposition, effectivement. Ils le repèrent bien. Oui. Est-ce qu'ils vous ont parlé de la médiathèque ? Parce que c'est un public que nous, on ne voit pas énormément. Alors, là, on va analyser maintenant le matériau en complément du questionnaire qualitatif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la médiathèque est bien repérée. D'accord. Ils savent qu'elle existe. Alors après, effectivement, pourquoi ils n'y viennent pas en tout cas, on peut juste dire que ce n'est pas une problématique de repérage. Ils savent que ça existe. Peut-être que qualitativement, on va analyser sur comment ils imaginent leur contenu. Peut-être qu'ils ne connaissent pas exactement le contenu. Peut-être qu'ils ne font pas le rapprochement avec potentiellement ce qui pourrait les intéresser. On est justement en train de nous diffuser un questionnaire pour réinventer la bibliothèque. Okay. Et on est en train de collecter les réponses. Donc on fera le même travail que vous dans pas très longtemps. Ok. Bon, excusez-moi, je vous ai coupé tout à l'heure, mais par rapport aux grandes lignes. Oui, par rapport aux grandes lignes, donc effectivement ce repérage-là. Et ensuite, le questionnaire a été tourné vraiment autour des représentations qu'on porte sur les jeunes. Et le résultat, c'est la manière dont s'articulent des stéréotypes très négatifs et des stéréotypes aussi positifs sur les jeunes, parfois chez les mêmes personnes, où un jeune peut être innovant et sauver le monde en matière d'écologie et ne plus vouloir travailler et être complètement feignant. Bon, on a travaillé autour de ces stéréotypes-là avec cette question justement d'ambivalence, et on a montré qu'il existe une forte différence entre la manière dont les adultes, les parents perçoivent la jeunesse et la manière dont ils se définissent eux-mêmes. Un des résultats, par exemple, c'est que les adultes disent beaucoup que la question écologique, c'est beaucoup porté par les jeunes, et les jeunes disent oui, en fait, vous êtes gentils, mais pas tant que ça. On a aussi d'autres questions qu'on a envie de porter. Et puis, ça serait aussi bien que vous, adultes, vous l'apportiez, parce qu'on ne voit pas en quoi on serait responsable de sauver la planète. Vous êtes par contre un peu à l'origine des causes. Oui. Donc voilà, il y a plein de décalages comme ça qui sont un peu amusants. On a montré aussi que le fait de se sentir jeune, le pourcentage de 65-74 ans qui se sentent jeunes est encore à 50%. Donc il y a à la fois une valorisation du fait de se sentir jeune. Tout le monde est quelque chose de plutôt positif, c'est-à-dire jeune, c'est pas être vieux, jeune, c'est être innovant, être créatif, et à la fois, malgré tout, parfois la mise au banc par le biais de la jeunesse de certaines catégories qui ne se sentent pas complètement comprises et parfois instrumentalisées en tant que jeunes. Les jeunes n'aiment pas trop qu'on leur dise « vous êtes juste jeune ». Et un des résultats du questionnaire, c'est que les jeunes, par exemple, ont très très bien compris les dangers que représentaient le numérique ou les écrans. Ils ont tout à fait compris. Par contre, ce qu'ils n'ont pas bien compris, c'est la manière dont les adultes leur disent de ne pas faire des choses que eux font. Et ça, voilà, il y a pas mal de décalage. Et c'est vrai que le fait d'avoir tourné ce questionnaire sur des représentations, ça a permis de les tordre à beaucoup d'endroits et de montrer qu'il y avait beaucoup de variations et que l'âge ne jouait pas toujours. Il y a plein de moments où l'âge ne joue pas et on dit c'est parce qu'on est jeune qu'on boit de l'alcool, et par exemple c'est pas parce qu'on est jeune qu'on boit de l'alcool, on en boit aussi à 60 ans et on en boit aussi à 75 et à tout âge. D'ailleurs, je crois qu'il y a des études qui montrent que les jeunes boivent de moins en moins. Absolument, et ils boivent surtout beaucoup moins que leurs aînés. Oui. Donc, mais pour autant, ça n'empêche pas des fléchages parfois des dispositifs sur de la prévention qui finalement concerne moins ces populations-là, et on ne va pas faire de prévention pour les jeunes retraités par exemple. Oui. Donc ce questionnaire, il est au service d'un projet municipal. Oui. C'est bien ça. Donc il est censé déboucher sur des choses concrètes. Sur quoi ça va déboucher ? Oui. En tout cas, c'est un des résultats. Il est censé déboucher sur des actions où on sort de la grosse thématique. On ne sait pas bien ce que ça veut dire. La culture, par exemple, si on prend l'exemple. Et les jeunes, on ne l'a pas déconstruit. Là, ça permet vraiment d'avoir des différences entre un jeune, on ne l'a pas dit, mais entre un collégien de 11 ans et un jeune adulte de 26 ans, on ne parle pas tout à fait des mêmes choses, pas tout à fait des mêmes enjeux, donc de déconstruire.
Et ça va déboucher sur des actions qui seront un peu plus ciblées. C'est-à-dire, sur la culture, c'est la même chose. De quoi on parle ? D'accès aux services, d'expression citoyenne. On a vu que sur la culture, par exemple, dans le questionnaire, il y avait beaucoup de cultures qui se jouent en famille. C'est-à-dire que les pratiques culturelles sont aussi des pratiques en famille. Ce qui veut dire que ça peut être bien, c'est positif, c'est un outil de cohésion familiale, mais c'est aussi la famille le principal organe de reproduction sociale. Et donc, il y a un enjeu d'accès à la culture qui est large, justement parce que ça se passe en famille et que, quelque part, plus j'ai une famille qui accède à la culture, plus moi-même je vais y accéder, et moins j'ai une famille qui accède à la culture, moins je vais y accéder moi-même. Tout ça pour répondre à... Je fais un détour, mais je vais répondre à la question. Tout ça pour dire que l'idée, c'est, avant d'avoir un plan d'action précis, c'est de savoir, OK, on a plusieurs interlocuteurs, centres sociaux, il y a des médiateurs culturels, il y a différents acteurs qui vont intervenir sur différents sujets. Sur quoi vraiment on a des actions un peu plus ciblées, un peu mieux pilotées, qui sortent un peu des mots valises. Les jeunes sont, les jeunes... Et donc... Oui, derrière, l'idée, c'est après d'agir. Là, on est encore sur bien comprendre. Okay. Et après, mobiliser les acteurs sur quelles sont les cibles. L'idée, c'est que ça aide aussi le politique au sens large et au sens noble. Je ne parle pas de politique politicienne, mais le politique dans son action de réponse de service public, de dire sur quoi on veut mettre l'accent. Parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas répondre à tout et que conduire une politique jeunesse, c'est aussi dire, nous, on va plutôt, effectivement, je reprends cet exemple-là, travailler sur plus de médiation culturelle auprès des 15-18 ans. Je dis n'importe quoi. Et on va le faire avec tel acteur, tel acteur, tel acteur. Et on aura des données diagnostiques suffisamment précises pour pouvoir déjà comprendre pourquoi, la question que vous posez, pourquoi ils vont plutôt activer tel levier, pourquoi ils ne vont pas activer tel autre, comment ils se représentent les différents services. Donc ça nous aide à comprendre sur quoi on doit travailler, mais est-ce que ça nous aide aussi à comprendre de quelle façon on doit le faire ? Oui, alors c'est un enjeu et je crois qu'à Saint-Médard, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un contexte local où quelques cloisons ont commencé à être cassées et il y a une compréhension quand même de la nécessité de sortir des couloirs institutionnels, des politiques publiques. Alors c'est pas forcément une critique parce que chacun essaie d'agir dans son domaine, mais parfois on finit par plus nourrir un dispositif qu'à questionner une politique publique et à changer des destins sociaux. Et là, je crois qu'il y a un peu des changements de pratique aussi, et on s'aperçoit que, notamment en matière de jeunesse, il faut complètement réviser parfois la manière dont on aborde ces questions-là. On est resté, c'est d'ailleurs marquant dans le questionnaire, sur une forme de nostalgie du foyer de jeunes tel qu'on l'a connu, où on se dit que tous les jeunes vont venir. Mais ça ne marche plus. Mais faute d'idées, parfois, on a tendance à reproduire des choses, pas parce qu'on pense qu'elles vont fonctionner, mais parce qu'on ne voit pas comment ça peut fonctionner différemment. Et donc là, cette idée, c'est de basculer sur des logiques d'expérimentation et de prise de risque beaucoup plus grandes. C'est le problème, c'est que professionnellement, on est aussi à la fois, on a à la fois une injonction de beaucoup de contrôle parce qu'on doit rendre des comptes, parce que c'est des politiques publiques, parce qu'il y a des évaluations, et à la fois la nécessité en politique jeunesse de prendre beaucoup de risques et d'expérimenter et d'échouer de nombreuses fois pour que ça réussisse. Et quand moi j'ai analysé un peu partout en France les projets jeunesse qui fonctionnaient, d'abord le résultat n'était pas du tout prévu. L'objectif de départ a été détourné et il y a une prise de risque qui a été importante. Et au final, ça a créé quelque chose d'extraordinaire qu'après on normalise, on institutionnalise et puis à force de l'institutionnaliser, ça marche plus. Et puis donc on refait autre chose. Donc c'est vraiment cette dynamique-là qu'il faut arriver à créer. Et je trouve que là, il y a un terreau qui est favorable. Déjà, toute cette démarche et il y a des réflexions sur des modalités pédagogiques un peu différentes. En tout cas, des acteurs qui s'interrogent sur comment on fait différemment. Vous avez un exemple de ce processus, donc projet qui était inattendu, qui a super bien fonctionné et puis qui est un peu tombé dans l'oubli? Oui. L'exemple que je cite très souvent parce que je l'ai vécu, alors on va me dire c'est toujours le même exemple, c'est assez vrai, mais quand même il est tellement significatif que je le cite beaucoup. C'était en banlieue de Lyon, dans une petite commune assez similaire finalement à Saint-Médard d'ailleurs. 30 000 habitants. Ouais, 30 000 habitants, banlieue de Lyon. Les jeunes étaient avec leur téléphone portable. Et l'animateur est parti vraiment sur une idée de base de ah mais tiens, mais vous voyez, on peut filmer avec le téléphone portable. Petit à petit, ça s'est transformé, mais c'était pas très défini en film, petit film documentaire. Ils ont essayé de travailler ça, mais c'est vraiment 4-5 jeunes au départ. Et puis ces 4-5 jeunes font un premier... c'est même pas un festival, c'est convier les familles à voir 2-3 choses. Et puis petit à petit, d'autres jeunes s'y raccrochent.
Et puis, il y a un festival du film qui se met en place. Et puis, ce festival du film, petit à petit, s'institutionnalise un peu. Mais il y a un groupe de jeunes filles qui partent à Cannes, en fait. À la fin, ils sont sélectionnés là-dessus. Alors, ça a fait tout un truc. Et puis, ce festival est devenu un festival qui devait après répondre à ses propres injonctions. Et puis après, il fallait produire des mini-films. Et puis, il n'y avait plus la spontanéité. Et il a perdu son sens. D'accord. Et au final, après, il n'y avait plus de jeunes dans ce festival-là. Oui. Et donc, c'est un exemple, mais à la fois, c'est pas très grave, mais ça montre qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... c'est presque inattendu. Inattendu, et dans une politique jeunesse, là, il y a, dans le Lot-et-Garonne, il y a un Wild Bus, par exemple, qui est proposé dans une association qui tourne plutôt pas mal. Mais au départ, ils se sont pas tant questionnés sur qu'est-ce qu'on met dans le bus, qu'est-ce qui va s'y passer. On sait qu'on va faire un peu de radio, on va aller un peu en territoire rural, on veut rencontrer un peu d'autres jeunes. C'est pas très cadré, j'ai envie de dire, c'est pas très éligible à un financement public. Oui. Et pourtant, ils se sont montés le bus, et puis ils ont créé des choses, et se sont greffées différentes actions qui n'étaient pas pensées au départ en tant que telles. Et je crois que c'est vraiment ne pas oublier qu'aujourd'hui, être jeune, c'est vivre de plus en plus longtemps dans une incertitude radicale, dans une société complètement incertaine, et les jeunes sont les seuls à qui on demande de se déterminer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux devenir ? Mais personne ne sait ce qu'on va être dans 3 ans à la vitesse où va le monde. Et donc, c'est intégrer dans une politique jeunesse l'incertitude comme une contingence incontournable. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc en fait, pour faire advenir le possible, il faut admettre l'impossible, l'incertain, et se jouer de ces contingences-là. Donc quelque part, alors là c'est complètement inaudible pour tout un tas d'acteurs des politiques publiques, mais il faudrait ne pas trop savoir ce qu'on veut faire. Oui, c'est problématique pour obtenir des financements. Absolument. Mais c'est assez marrant comme les acteurs institutionnels rattrapent ces initiatives-là après une fois qu'elles ont émergé. Ouais. Donc bon, voilà. Alors question assez générale, je ne sais pas s'il y aura une réponse à ça, mais comment réfléchit-on la ville ? Alors, comment réfléchit-on la ville ? Notamment, alors je connais pas suffisamment Saint-Médard pour en parler, mais ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une ville très étendue avec des formes, le mot est peut-être polémique, mais d'archipélisation, en tout cas de vraies logiques, de quartiers, de thématiques. D'ailleurs, le terme de quartier est beaucoup ressorti, pas toujours positivement dans le questionnaire. Et c'est la réponse, c'est qu'une ville, elle se constitue d'abord et toujours autour de ses quartiers. Si on prend notre capitale, si on prend Paris... Oui. Quand vous faites des entretiens à Paris avec des gens du 4e arrondissement, ils ne sont jamais allés dans le 20e. Quand vous faites des entretiens avec des gens du 19e ou du 20e, ils ne vont jamais à Saint-Germain-des-Prés. Et ça, c'est une réalité de ville. On a un peu cette idée de vivre ensemble, de la ville. C'est d'abord des ancrages de quartiers et la question de la manière dont les quartiers vont se connecter pour créer une forme d'identité commune. C'est-à-dire, est-ce que les quartiers sont des passerelles vers quelque chose qui serait de l'ordre du commun, je ne sais pas, ou est-ce que les quartiers sont des segments sociaux qui séparent, sachant que ça devient une difficulté de faire du commun. Donc comment on fait la ville aujourd'hui ? Je crois que la vraie question des élus, et qui est la plus difficile, c'est comment une société de l'individu refabrique du commun. Moi, quand je fais des entretiens, il y a beaucoup de gens, les élus souvent sont investis en disant qu'il faut faire de la mixité sociale, de la cohésion, mais parfois sur des entretiens, les gens ils vous disent « mais moi je veux pas faire la mixité sociale ». Moi, je veux pas faire la cohésion, moi je veux être avec des gens qui me ressemblent. Oui. Et donc, pour moi, en tout cas, là c'est très personnel, mais comment on fait la ville, c'est comment on se questionne sur un espace urbain qui permet de donner une place à tous, et dans la décision publique, et dans la manière dont je suis reconnu dans un espace commun. Est-ce que, à votre connaissance, il y a une ville dans le monde qui échappe à ce schéma ? C'est compliqué ça comme question. Je ne crois pas. Je parlais ce matin... Norbert Elias a écrit un livre qui s'appelle « Sociologie de l'exclusion », qui est assez intéressant parce qu'il montre comment une ville assez homogène socialement, avec des gens qui ont à peu près, je tire le trait, mais la même origine sociale, la même origine culturelle, des revenus plutôt homogènes, comment malgré tout se reconstituent des logiques d'exclusion, de ségrégation, de domination. Et malheureusement, je crois que de mon point de vue, l'homme ne sait pas s'organiser sans hiérarchie sociale et sans hiérarchie humaine. Ce qui est difficile et ce qui doit être pensé politiquement et l'enjeu démocratique, il est que ces hiérarchies soient au moins distribuées sur des logiques égalitaires. C'est-à-dire ce qui fait que je me retrouve en position hiérarchique
fait que, quelque part, c'est la fameuse question du mérite, qui était longtemps une question de gauche et qui est devenue instrumentalisée, qui est devenue en fait un terme de droite. Mais c'est quand même cette question-là. Et la problématique, c'est quand ces hiérarchies sociales, elles sont conditionnées dès la naissance, où il y a des déterminismes sociaux et que s'agrègent effectivement des difficultés économiques, difficultés sociales de population, qui sont non seulement dans la hiérarchie basse, mais en plus, quelque part, dans l'injonction individuelle de dépasser leurs propres conditions. Donc c'est un peu la difficulté. On est parti de comment on fait la ville, mais bon, voilà. Mais donc je crois pas. Après, c'est en fonction des environnements, un même mécanisme prend différentes formes. Je cherche ce qu'on appelle l'exception consolante, mais je crois pas. Après, il y a des tentatives, et on peut pas en vouloir aux élus de dire mais si, là, ça se passe, c'est très mixte. Oui. Mais pour moi, c'est pas un mensonge politique, c'est aussi le job. Si l'élu commence à dire il y a la segmentation sociale et on va jamais arriver à la résorber, bon, ça plombe un peu l'ambiance. Donc, son job, c'est aussi de dire on va y arriver, on va le faire et on va essayer de l'atténuer. Par contre, j'ai vu des villes qui arrivaient à limiter des mécanismes de segmentation sociale significativement, avec plus de liens, et j'ai vu des villes qui les accentuaient jusqu'à des quartiers complètement relégués et mis au banc complètement de la logique urbaine. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Je reviens aux jeunes donc et à votre formation. Quels sont les principaux secteurs d'activité et perspectives professionnelles pour un jeune étudiant en sociologie? Oui. Moi, quand j'ai fait de la socio, j'ai été grandement découragé d'en faire. Parce qu'on me disait, il n'y a absolument pas de débouchés. Il y a beaucoup de travail en sociologie aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un monde déjà tellement complexe qu'on a besoin de le comprendre. Donc il y a beaucoup de travail. Après, le sociologue se retrouve en concurrence avec toutes sortes d'experts, de consultants. Donc c'est un peu la difficulté, c'est que entre le consultant qui a un avis sur tout et un sociologue qui a fait une recherche scientifique de 5 ans, parfois tout ça est un peu nivelé. Donc ça, c'est compliqué. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est écouter l'intérêt intellectuel. Souvent, on me pose la question du débouché, de l'insertion, qu'est-ce que tu vas devenir? Et je dis, mais si la sociologie t'intéresse, tu vas traverser tous les champs des sciences humaines, de l'histoire, de la philosophie, de la psychologie sociale, de l'anthropologie. Et au fond, ça suffit. Est-ce qu'il faut, et on peut repenser socialement, forcément, et d'ailleurs les jeunes disent ça, est-ce qu'il faut forcément faire des études pour avoir un travail ou pour avoir l'insertion professionnelle? Au fond, si on a créé quelqu'un qui s'intéressait à cette matière-là et qu'il en fait autre chose que stricto sensu de l'insertion socio-professionnelle, est-ce que c'est grave? Et donc moi j'encourage beaucoup ça. Alors évidemment je l'ai vécu, donc il y a un gros biais, hein, j'ai vécu ça, mais je crois que c'est très important. Et surtout, Bourdieu le disait c'était le célèbre documentaire de la sociologie est un sport de combat. Aujourd'hui on a quand même besoin de ces dimensions-là parce que ça permet quand même d'objectiver un certain nombre de résultats, de contrecarrer des représentations dans un monde où en fait on peut dire tout et n'importe quoi et asséner ça comme une vérité scientifique. Enfin on le voit actuellement, c'est quand même fou. Donc voilà, donc moi j'encourage évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais j'encourage les jeunes à faire ça. Et il y a plein de débouchés. On peut travailler en cabinet, on peut enseigner, on peut travailler dans des collectivités. On a besoin de sociologues partout. Et donc voilà, donc faut pas hésiter. Dans le journalisme aussi peut-être. Oui, dans le journalisme. Alors le journaliste et le sociologue, c'est ce qui est compliqué, c'est que le journaliste, il a un point de vue situé, il va défendre un point de vue. Et le sociologue, il va défendre une objectivité. Donc, entre un même terrain et une même investigation, le journaliste va dire c'est bien ou c'est pas bien, et le sociologue va dire je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, je suis là pour expliquer. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on reproche aux sociologues. Moi, le principal reproche qu'on me fait, c'est ce que certains partis politiques qui veulent arrêter tout financement de sociologie disent, c'est de la posture de l'excuse. Oui, mais vous excusez. Et je dis mais non, je n'excuse pas. Mais et je peux tout à fait dire c'est pas bien. Et d'ailleurs, je le dis toujours. On peut expliquer pourquoi le gamin a brûlé une bagnole. Et voilà, mais il a quand même brûlé une bagnole, c'est pas bien, mais on peut l'expliquer. Mmh. Mais de la même manière qu'on peut expliquer comment des officiers, des agents de l'État français en 1940 ont participé à la rafle du Veldiv et sont rentrés chez eux le soir en disant comment s'est passé à leur épouse, comment s'est passée ta journée.
et comment ça a pu jouer. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne pourquoi il y a une émeute en banlieue. Il faut qu'on comprenne pourquoi les gens sont prêts à se battre parce qu'il y en a un qui est pour le vaccin et l'autre qui est contre. Il faut qu'on comprenne ça. Donc c'est pas excuser la sociologie, mais c'est comprendre des choses et sortir du jugement moral. Et c'est pour ça que c'est un sport de combat, parce qu'aujourd'hui, les personnes tout de suite auront un avis très vite. Et vont très vite dire c'est bien ou c'est pas bien, ou lui c'est scandaleux, ou lui c'est un con, ou lui il est formidable. Bon. Et donc le sociologue il est un peu pénible parce qu'il est pas dans le format, il dit toujours c'est plus compliqué que ça, il dit c'est pas forcément des gentils, pas forcément des méchants, il essaie d'analyser. Donc il a de moins en moins le format pour le dire, parce qu'on peut pas tweeter de la sociologie par exemple, c'est difficile. Et effectivement, il a toujours ce rapport un peu ambivalent, et ce qui va chercher le sociologue, c'est l'ambivalence. C'est toujours cette tension entre quelqu'un, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui dit je pense ça, mais en même temps, je pense aussi un peu ça, et j'ai du mal un peu à l'articuler. C'est quand vous faites une étude sociologique sur l'errance, c'est quelqu'un qui vous dit mais moi je suis embêté quand je vois un SDF, parce que d'un côté en fait je me dis c'est triste et je sais pas quoi faire et je passe sans le regarder, et en même temps il y a quelque chose que je rejette un peu et je me questionne, et on s'aperçoit que nous sommes des individus complexes, on est rarement binaires sur nos manières de penser. Est-ce que vous utilisez des IA dans votre cadre professionnel actuel ? Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle, alors d'abord, première utilisation, elle est d'exploration pour comprendre comment ça marche. Parce qu'évidemment, en tant que sociologue, c'est une question qui est récurrente, c'est qu'est-ce que vous pensez, comment ça fonctionne. Donc j'ai fait un vrai travail d'abord de compréhension de comment fonctionnait l'intelligence artificielle, la manière dont ce que ça pouvait générer. Forcément, quand on intervient après à l'université, c'est une question aussi où on doit caler, parce que moi, quand j'étais étudiant, c'était les copier-coller de Wikipédia. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Et après, toujours avec ce questionnement partagé de qu'est-ce que ça peut produire. Et pour moi, ça peut être, comme toute évolution technologique, quelque chose de très intéressant. Et moi, que je peux utiliser par ailleurs quand je vais, avec parcimonie, et surtout en citant et en expliquant pourquoi je l'utilise. En soi, on peut utiliser des choses qui font un peu gagner du temps, qui permettent de trouver certaines références rapidement, comme on ferait une recherche Internet. Donc il y a une utilité. Par contre, l'utilisation, en tout cas de mon point de vue, qui est complètement contre-productive, c'est que l'IA ne pense pas. Elle ne pense pas. Donc quand on avait fait ces tests là avec un collègue sur des questions un peu sociologiques, ça produit quelque chose d'assez descriptif, d'assez plat, sur des choses qui ont déjà été pensées, qu'on met un peu par logique un peu inductive d'idées, de rapprochement d'idées en place, mais ça n'offre pas, et c'est heureux pour l'instant, un angle intellectuel. Par contre, je crois qu'on a passé la révolution numérique, et là l'IA va être... ne reproduisons pas l'erreur de dire Internet c'est un petit à côté, c'est juste un outil. Notre société est en train de muter anthropologiquement comme jamais, et donc il faut qu'on comprenne ça. Donc là, encore une fois, je ne suis pas sur un discours jugeant, j'ai envie de comprendre, voir quelles sont un peu les modalités d'utilisation. Et moi, je m'en sers surtout comme ça pour essayer de bien me connecter à la manière dont ça fonctionne et dont ça peut servir dans la vie de tous les jours. Et c'est en manipulant qu'on le fait. Alors, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et comme vous êtes sociologue, j'en profite. La situation géopolitique internationale est ultra tendue en ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'un sociologue peut nous dire là-dessus ? Mais c'est effectivement très perturbant et c'est assez anxiogène. Alors il y a deux aspects anxiogènes, on en a un peu parlé. C'est l'incertitude radicale et la succession des crises. La crise financière de 2008, le Bataclan, le Covid, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien. Il y a une succession de crises où on ne sait pas exactement, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais on se doute bien qu'il va encore se passer quelque chose qui est quand même pas hyper rassurant en termes de perspective. C'est-à-dire qu'effectivement... il y a quand même une inégalité d'horizon et de perspective qui est très forte entre mes parents qui sortaient de l'après-guerre avec une espèce de perspective de progrès, d'amélioration de l'humanité, avec cette idée que le pire était derrière. Et puis là, on est quand même sur les ombres multiples de retour du tragique. La guerre proche de nos frontières, des choses qui sont difficiles à capter parce qu'on n'a pas vécu ça. Alors j'ai plusieurs questionnements. La première, c'est effectivement comment des gens déclassés votent pour des milliardaires qui simplifient la réalité et qui sont quelque part aussi dans ce contexte. Enfin, l'exemple américain est bon là-dessus. Et c'est surtout comment en fait les zones traditionnelles et classiques de positionnement politique du monde évoluent. C'est-à-dire on peut à la fois être tout à fait autoritaire et capitaliste, on voit bien en fait que les gens sont un peu décontenancés.
et n'arrive plus vraiment à se cramponner à des idéaux politiques qui souhaiteraient défendre. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la crainte de cette géopolitique-là, mais aussi le fait de se sentir démuni sur quelle alternative politique crédible pourrait me permettre de lutter contre ce que je vois. Et ça, on n'arrive pas à le faire, et effectivement, on s'en aperçoit aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup étudié les collectifs un peu militants. Tout le monde est d'accord pour dire non, je ne veux pas ça, donc non, je veux pas Trump, non, je veux pas la guerre, mais quelle alternative politique crédible permet de fédérer et de construire, c'est-à-dire notre monde est possible, mais lequel ? Là, il y a quelque chose qui est complètement atomisé. Et je crois qu'aujourd'hui, la route prise par les populismes de tout ordre qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la route de la simplification dans un univers complexe. Et plus un univers est complexe et atomisé, et plus un univers est fait d'individus différents, originaux, on a tellement créé d'individus qu'en fait, dans cette complexité-là, le discours qui marche, c'est le discours simplificatoire. Et ce discours simplificatoire, il permet de recréer un monde beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. C'est-à-dire, on va sortir les Chinois ou peu importe, ou les Pakistanais ou n'importe quelle population, et puis le monde ira mieux. On revient en fait sur ces mécaniques-là, et on s'aperçoit que les États-Unis, la Russie, le Brexit, l'Italie, on voit aujourd'hui quand même un vote Rassemblement National qui est plus du tout 8 Français sur 10 qui votent contre Jean-Marie Le Pen en 2002 et qui sort dans la rue pour dire c'est inadmissible. On voit bien que c'est une idée comme une autre et que certaines barrières rhétoriques ont complètement évolué et qu'il y a une forme de clivage très très fort entre des personnes qui n'arrivent plus à organiser le débat contradictoire. C'est un des problèmes du numérique d'ailleurs, on en a parlé ce matin. C'est que sur Internet, on met à distance le contradicteur. On va toujours chercher un certain nombre d'informations qui correspondent à ce qu'on sait déjà et ce qu'on a envie d'entendre et à nos croyances. Donc on a une espèce de cercle comme ça et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le débat, j'ai envie de dire apaisé, contradictoire, ne s'organise plus et on est tout de suite sur des clivages très forts, avec des tensions très fortes, du buzz, de la polarisation. Parce que là, c'est super, je vous remercie de ce dialogue-là, mais aujourd'hui, ça fait pas vraiment le buzz, ça. Ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est la personne qui a un avis hyper tranché, quel qu'il soit, d'un extrême à un autre, mais le débat complexe, le débat un peu nuancé, tout ça n'a plus trop sa place. Et je pense que ça explique tout un tas de logiques de populisme. Et aujourd'hui, une élection se résume à un match avec des punchlines et des éléments de langage qui marchent le mieux sur un débat de 20 minutes. Bon. De quoi parle-t-on ? Donc voilà, mais franchement, la géopolitique est complexe, j'ai pas tous les éléments. Je crois que c'est pour ça aussi que je m'attache beaucoup aux politiques locales. Parce que je m'aperçois que quelqu'un qui me dit les immigrés, tout ça, on n'en peut plus, c'est pas possible, on va se faire voler notre culture. Quand localement on arrive à créer un collectif et que les gens se rencontrent et qu'il se passe des choses, il n'y a que comme ça, on peut faire 1000 débats, mais que finalement on a réussi à faire des gens se rencontrer en disant mais en fait quand tu parles des immigrés, tu parles de ton copain là. Ah ben oui, mais non, mais finalement pas lui. Et puis petit à petit, des choses un peu se passent. Donc je trouve qu'on a trop globalisé les politiques publiques, qu'on les a trop standardisées et trop normalisées. Et moi je crois beaucoup à ce qui se joue en local, là, tout de suite, et à ce qu'on peut faire. Donc bon, c'est une micro-solution, hein, mais en tout cas je m'attache à ça. Le MJMLS, ouais. C'est quoi ? Alors ça, c'est une association pour laquelle je suis bénévole et dans laquelle je ne fais pas grand-chose. Voilà, je suis né dans le Lot-et-Garonne, donc j'avais une asso qu'on avait, enfin notamment un ami à moi avait monté quand on avait 20 ans à l'époque pour donner une place aux jeunes et créer un peu de la culture locale, faire accéder à la culture. Bon, et puis après, on a vieilli, on n'était plus tout à fait jeunes, mais moi je suis resté par amitié dans ce conseil d'administration-là, où en fait je suis co-président, mais je suis un peu président d'honneur, histoire de suivre un peu, mais c'est une association qui s'est autonomisée, il y a beaucoup de jeunes dans le conseil d'administration, et moi qui me plaît beaucoup, à laquelle je suis attaché, parce que ce sont quand même les jeunes qui décident à l'intérieur. Et donc c'est à côté d'Agen, et je trouve assez intéressant parce que... la ville, ils ont notamment réussi, la ville par exemple, où certaines communes ont délégué même l'animation d'événements festifs. C'est vraiment les jeunes qui organisent. C'est assez polymorphe aussi, j'aurais du mal à décrire le projet parce qu'ils font beaucoup de choses, mais c'est un lieu vivant de la jeunesse. Donc voilà, c'est ça, mais ils en parleraient mieux que moi, il ne faut pas trop qu'ils m'écoutent là, parce qu'ils vont me dire t'as pas dit ça. C'est un peu une MJC 2.0 ?
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, avec vraiment quelque chose justement... Voilà, moi, c'est ce que j'ai apporté. C'est-à-dire que j'ai dit, on va essayer de sortir de ce qui se fait, essayer de réinventer un peu des choses. Alors après, on reproduit aussi tout un tas d'actions qui existent. Oui. Mais quand même, c'est un peu un lieu où on peut venir et essayer de faire des choses. Et vous êtes également administrateur de la scène nationale du Sud-Aquitain. En quoi cela consiste-t-il ? Alors, je ne le suis plus depuis un mois, je crois. Ah. Mais c'est pas grave. Non, parce que ça tourne, je l'ai fait pendant 6 ans. Et donc, vous faisiez quoi ? J'étais ce qu'on appelle personnalité qualifiée. Voilà, c'est le terme institutionnel. Tout ça pour dire que il y avait les élus, donc scène nationale du Sud-Aquitain, c'est dans le Pays Basque, donc Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Boucau-Anglet. Je crois que j'oublie personne, qui étaient regroupés, et donc le conseil d'administration est composé, comme tous les conseils, du conseil régional de l'État et puis des différentes communes. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont personnalités qualifiées, qui sont là pour porter un peu un regard extérieur et accompagner un peu les choses. Non, pas consultant, parce que c'est vraiment administrateur, on fait partie du conseil d'administration, on participe un peu au débat avec les enjeux qui sont ceux des scènes nationales, c'est-à-dire comment Moi, mon ambition un peu à chaque fois, et je revenais toujours sur cette question-là, c'est la question des publics. Oui. Est-ce qu'on touche, comment on y va ? On sait que c'est pas simple, mais effectivement, quand vous allez vous amenez vos enfants à un concert de musique classique dans une église à Saint-Jean-de-Luz et que tous les gens se retournent parce qu'ils se demandent ce que quelqu'un de mon âge et avec 2 enfants vient faire, là, on questionnait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de... Comment on arrive à refaire de la culture un levier de lien social. Je trouve que c'est une vraie question, parce que souvent la question de l'élitisme revient, et je me dis, mais quand même le théâtre, historiquement, c'est très populaire. Donc, comment on en arrive à avoir telles pratiques qui sont qualifiées d'élitistes, alors que quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que dans le contenu, au fond, ça peut être accessible. Donc, ces questions de médiation culturelle, moi, je les trouve passionnantes. Et d'autant plus passionnante que je ne sais pas trop quoi faire. Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que je me dis, mais comment petit à petit on est arrivé à ces glissements un peu d'entre-soi et à se dire, il faut qu'on amène certaines typologies de public qui ne viennent plus sur des pratiques, encore une fois, ancrées historiquement, qui faisaient le lien. Donc pour moi, c'est un enjeu. Je crois beaucoup à cette question artistique et culturelle, et d'ailleurs sur les questions d'engagement. C'est ce que je défends beaucoup dans mes résultats de recherche. Très souvent, on veut un peu institutionnaliser le truc, l'écologie, les choses un peu sérieuses, tu vas t'engager. Et le principal levier, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de l'art et de la culture, avec différentes choses. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'ils le font individuellement, ils le font chez eux. Et je trouve que c'est une manière tellement plus intéressante d'aborder tous les sujets sérieux. Et même ce qu'on a abordé, la géopolitique, c'est compliqué, mais dès qu'on l'aborde par l'art, dès qu'on l'aborde par la culture, on dit autre chose. Parce qu'on va y mettre un peu de poésie, parce que on va pouvoir dire des choses de manière beaucoup moins clivante, en détournant un peu les choses. Donc pour le coup, là, c'est plus du tout sociologique, ça serait plus une dimension militante que j'ai, mais voilà, réfléchir à comment on passe de cette intention-là à une évolution de pratique, c'est tout un sujet, je sais pas, mais ça me semble en tout cas être un axe de réflexion fondamental. Nous, en bibliothèque, on travaille beaucoup sur la médiation culturelle. Voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en ce moment. Ouais. Alors, y a-t-il dans votre parcours, donc personnel ou d'artiste ou de sociologue, un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? Ah oui. Alors, j'avais trouvé une expérience géniale, pareil, dans un quartier de Lyon. Peut-être c'était, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, c'était peut-être vers Vaux-en-Velin, je sais plus. En fait, la bibliothèque avait sorti les livres de la bibliothèque et les avait mis sur des bancs. Alors, il n'y avait pas les bibliothèques solidaires à cette époque-là et tout ça. Oui, les boîtes à livres. Et il n'y avait pas les boîtes à livres. Et il y avait des espèces de livres qui étaient posés un peu comme ça. Et j'étais hyper sceptique. J'étais là, mais ça n'a pas marché votre truc. Et il y avait des personnes qui étaient mobilisées dans le quartier par le centre social pour venir récupérer des livres et à un moment donné lire. Donc c'est quelque chose de très... Et en fait, les livres avaient circulé. Et j'ai ce souvenir-là. Ils étaient arrivés alors, en bout de chaîne, mais... d'avoir des personnes qui arrivaient d'un pays et qui parlaient pas la langue 3 ans avant, parler de Flaubert dans un quartier, quoi. Et là on se dit il y a quand même un truc qui s'est passé et ça avait mêlé des habitants, du bénévolat, et encore une fois c'est toujours un peu la même chose. C'était parti d'un truc un peu on met des livres sur des bancs,
Et j'avais beaucoup aimé ça. Et je trouve que j'ai eu beaucoup d'expérience sur bibliothèques et médiathèques qui ont longtemps été, moi, dans des quartiers très relégués, les derniers lieux de mixité sociale. Vraiment. J'ai trouvé où il y avait des croisements, où il y avait des mères de famille qui venaient. Donc j'ai souvent vu des choses un peu intéressantes là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit... essayer de raccrocher, parce qu'il y a aussi la médiathèque, la culture d'un côté, et puis après le centre social, et puis la jeunesse, voilà, avec toujours pareil, ces espèces d'effets de silo. Mais c'est cette expérience-là qui me revient, que j'avais trouvée hyper intéressante, qui était à la fois très simple, et qui avait permis de ramener plein de gens, et cette espèce de structure à la fois marquée en termes d'identité, et très ouverte sur le quartier, et c'était le seul service public vraiment efficace sur ce quartier-là. Les livres, ça circule bien. Moi, j'en ai posé un dans une boîte à livres sur un arrêt de bus. Et j'étais encore à l'arrêt que quelqu'un a pris le livre que je venais de poser. Donc ça fonctionne très bien. Ouais. Et nous, justement, on essaye de déconstruire cette image de silo dont vous venez de parler. Justement, puisqu'on fait aussi... les bibliothèques, elles ont un caractère social. Il y a beaucoup de choses. Dernière question, on la pose à tous nos invités. C'est, dans l'absolu, 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. Alors, qu'est-ce que j'aime ? Alors, ça va venir comme ça. Ouais, c'est parfait. En fait, j'aime les vieux. J'aime les anciens. J'adore. Je suis passionné quand je vois un vieux sur un banc. J'ai envie qu'il me raconte sa vie. Alors, c'est par des formations, mais j'adore ça. J'adore. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup aux anciens. J'adore. J'aime aller dans les maisons de retraite et que les gens me parlent. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime la photo. Beaucoup. Je suis photographe aussi et j'aime beaucoup la photo. Il y a une médiation. Enfin, ça me parle. Et après, pardon, je vais dire un truc hyper élitiste, mais j'adore la littérature, j'adore Marcel Proust. Beaucoup. Okay. C'est passionnant. Et d'ailleurs, je dis souvent, je m'en excuse presque, mais je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir lu À la recherche du temps perdu dans une vie. Moi, ça a changé ma vie. Et justement, j'ai envie que ça soit pas élitiste. Parce que je me dis, il y a tellement de choses là-dessus. Donc voilà, ça, c'est 3 choses que j'aime. Et ce qui relie tout ça, c'est la question de la transmission. Pardon, je fais un 4e, mais c'est ce qui lie ça, c'est la question de la transmission. Moi, je suis omnubilé par une question de ce que je vais transmettre à mes enfants. Je trouve ça très dur. Voilà. C'est très dur d'être parent. C'est très compliqué. J'ai pas vraiment les clés. Je trouve ça très difficile de transmettre tout ça. Voilà. Et après, ce que j'aime pas, c'est les gens qui commencent une phrase par moi, je te préviens, je suis cash. Souvent, il dit une grosse connerie après derrière. Après, ce que j'aime pas, c'est le bruit, c'est les gens qui crient, c'est les hurlements. Je supporte très mal ça. Je ne peux pas me positionner quand il y a quelqu'un qui hurle, quand les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Je suis très mal à l'aise là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et puis, après, ce que j'aime pas, c'est quand il y a plus de poésie, quoi. Ce que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'il y ait une place avec... il y a une des places Jacques Prévert, une place d'un poète aujourd'hui, la disparition de la poésie m'inquiète beaucoup. Nous, on a fait venir une poète iranienne la semaine dernière. Il y avait plus de 100 personnes. Ah, mais ça, c'est chouette. Ça me fait super plaisir. On va finir sur cette bonne nouvelle. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.